Donc, bonjour. On est rendu au module 5. Identifier les stratégies futures fondamentales. Le module numéro 5. Puis je vais faire un lien avec la dernière partie, mais je vais commencer ça avec une vidéo. Parce que vous allez voir dans cette partie ici, on va parler de comment choisir les stratégies. On va voir l'importance de ne pas simplement nommer le quoi, mais le comment. Parce qu'on a une tendance de toujours parler de quoi. Puis aussi, souvent, si vous utilisez, c'est ici où on dit souvent, il y a comme si vous embauchez un consultant, un facilitateur de l'externe, on dit à la personne souvent, on ne veut pas simplement se parler de la journée, on veut passer à l'action. Puis je peux vous dire tout de suite, ce n'est pas le facilitateur ni le consultant qui a la responsabilité de passer à l'action. C'est votre responsabilité. La personne vous aide, vous donne un outil, mais c'est à vous. Donc, c'est ici, je vais vous montrer quelles sont les choses de prendre en considération de passer à l'action. L'autre chose que je vais couvrir, de laquelle je vais parler, c'est la gestion du changement. Je ne sais pas si vous êtes au courant que 73% de projets de changement tombent à l'échec. Échouent. Parce qu'on n'a pas prévu certaines choses. On pense, en amont le changement, que tout le monde va s'aligner. On n'avait pas prévu l'importance de la mise en œuvre, de comment impliquer les gens, comment communiquer ça à tout le monde. Donc, puis comme je vous avais déjà dit, si vous avez décidé d'utiliser une approche participative où les gens ont participé, il y a plus de chances que ça va bien se dérouler après. Si c'est simplement un petit groupe qui a créé le plan, donc la mise en œuvre est un processus que vous portez attention, parce que sinon, vous allez voir que ça ne va pas bien fonctionner. Moi, j'appartiens à un établissement, une organisation internationale, puis un jour, j'appelle le bureau, puis je demande une question, puis ils se mettent à rire en disant, mais voyons donc, Raphaël, c'est sur notre plan stratégique. Je dis, on a un plan stratégique? Oui, regarde sur notre site web, tu trouves le plan stratégique, tu vas trouver la réponse à tes questions. Puis moi, je partais à rire en disant, mais ça fait 33 ans que je suis associé avec vous. Comment j'ai pas su qu'il y avait une planification stratégique? Que vous étiez, tu sais, la personne comprenait, mais regarde, Raphaël, on ne peut pas impliquer tout le monde. C'est pas ça que je demandais. Je ne demandais pas d'être impliqué dans tout le processus. Je demandais comment on est arrivé, que ça fait 33 ans que je suis ici. Puis je n'ai même pas su qu'il y avait une planification qui se faisait, que je n'étais pas du tout impliqué, ni on ne m'a pas mis au courant de ce qui se passait. Puis là, je vous appelle avec une question, puis vous me répondez, mais voyons donc, Raphaël, c'est répondu dans notre plan stratégique. Donc, c'est intéressant. Si vous voulez être assuré que les personnels vont être démotivés, c'est une façon de le faire. Donc, je vais vous montrer. On choisit une stratégie, on fait l'analyse qu'on a complétée, puis là, on regarde notre analyse interne, externe, avec le modèle, comme on avait dit, le FFOM ou le FFPM. Puis là, on est en train de dire, voici qu'est-ce qu'on veut faire. On commence à nommer les stratégies, comment on doit intervenir. Et quand vous avez une stratégie, je vais vous montrer un diagramme sur les champs diagramme de champ de force, qui est un outil qui peut vous aider à vraiment vous préparer d'aller à l'avant avec quelque chose que vous avez choisi. Après ça, on va continuer. Donc. Bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le diagramme des champs de force. L'objectif est de se familiariser avec cette méthode qui permet de mieux évaluer les avantages et les inconvénients en vue d'une décision à prendre. De cette façon, nous identifions les risques à faire un projet. Tout d'abord, c'est un outil très utile pour démontrer à ses collaborateurs les avantages ou les raisons à vouloir le changement. Pour faire l'exercice, c'est très simple. Vous n'avez besoin que d'une salle de conférence et d'un tableau blanc. Ensuite, vous séparez le tableau en 3 colonnes. Les forces de résistance, le projet de changement
et les forces motrices. Pour cette capsule, prenons pour exemple que notre projet de changement est que notre équipe de vente commence à faire des appels directs aux clients pour solliciter des rendez-vous. Premièrement, commencez par demander à vos collaborateurs quelles sont les raisons qui nous empêcheraient de faire ces appels. Disons que les réponses ont été « ça n'a jamais été fait avant »,« nous n'avons jamais eu de formation adéquate pour faire ce travail » et « beaucoup de vendeurs sont très négatifs à l'idée de devoir faire ces appels ». Attention, c'est important de recueillir toutes les forces de résistance avant de passer aux forces motrices. Deuxièmement, demandez quelles sont les raisons qui favorisent ce changement. Disons que les réponses ont été « les objectifs de vente ont augmenté cette année ». La compétition devient plus forte et les vendeurs de notre compétition doivent le faire eux aussi. Et nous voulons offrir un meilleur service à nos clients en ayant plus de contacts avec eux. Une fois que vous avez rempli les deux colonnes, vous devez regarder avec vos collaborateurs chacun des points et leur attribuer une note de 0 à 10. 0 signifiant aucun impact sur l'organisation et 10 signifiant un très gros impact sur l'organisation. Disons que les notes qu'on attribue aux forces de résistance sont 3, 6 et 8, et les notes qu'on attribue aux forces motrices sont de 10, 8 et 8. Ensuite, on additionne les résultats de chacune des colonnes, et après cette étape, les collaborateurs comprennent les raisons du changement. En terminant, voici quelques conseils. C'est important à la fin de l'exercice de commencer à adresser immédiatement les forces de résistance. De plus, vous pouvez remplacer ce terme par les contre et forces motrices par les pour. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. Donc, vous avez choisi, vous voulez intervenir, vous voulez amener un changement. C'est un outil que vous pouvez vous servir, juste de regarder avant que vous preniez l'avance. Parce que ça va vous donner aussi, quand on parle de force motrice, quand on parle de comment on peut de passer à l'action, un plan d'action, ça alimente le plan d'action que vous allez utiliser, vous allez employer. Et les forces contre ou les forces qui sont contre, ça va vous donner un moyen de comment on va faire face à ces forces-là. Qu'est-ce qu'on va dire à tout le monde? Ça vous exige de bien communiquer ces choses-là. Donc, je vais juste revenir sur la planification stratégique et après ça, l'élaboration d'un plan stratégique. La planification stratégique vise, à partir de l'énoncé de la mission, on avait regardé ça, on va préciser le rôle que l'organisation s'entend jouer à l'égard de sa clientèle ou ses partenaires. On va analyser le contexte externe et interne et en dégager les enjeux stratégiques. On va définir les orientations, les axes d'intervention, les stratégies et les objectifs stratégiques. On va déterminer les indicateurs d'effet et d'impact qui seront utilisés. Là, on parle de comment on va passer d'une stratégie, de passer à déterminer les indicateurs, qui se servent à nous aider à évaluer, puis aussi de définir ça plus clairement dans un plan d'action. On va déterminer les grands dossiers prioritaires et des indicateurs de leur mise en œuvre. On va fixer des cibles afférentes à atteindre. Le succès d'un plan stratégique implique une gestion à deux niveaux. Le niveau du projet, le plan, et le niveau humain, la gestion du changement, qui est souvent le côté comme oublié. Si on a un bon plan, on part le samedi, le 23 novembre, comme j'avais dit au début, on part avec un bon plan. Puis là, c'est comme on part, on pense tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de l'afficher sur notre site web, puis de dire à tout le monde, lisez le plan, que ça va inspirer personne. Il faut avoir un plan de la mise en œuvre, comment on implique les gens, comment on communique le plan, la raison pour laquelle on a pris des choix. C'est un plan stratégique efficace se concentre sur les questions les plus importantes, reste ouvert à la remise en question, puis on sort avec un document qui peut être affiché sur notre site web, distribué à tout le monde. Puis parce que le document peut vous servir de document
où vous pouvez distribuer à tout le monde. Et puis les gens peuvent commencer à travailler, de voir où est-ce que moi je me vois dans tout ça. Où est ma place? Il faut que les gens soient clairs sur où est-ce qu'ils se voient dans le document, qu'est-ce qu'ils doivent faire. La stratégie, pour les dirigeants d'un organisme privé ou public, la stratégie est le choix des options fondamentales concernant l'insertion optimale de l'organisation dans son environnement. Ces options devant assurer la survie, le développement et sa prospérité de l'organisation. C'est souvent ça qu'on vise, les trois choses qu'on vise. On veut s'assurer que l'organisme est bien, va croître et il y a une prospérité. Idéalement, il est nécessaire que le responsable de chaque stratégie ait détaillé les actions élémentaires qui d'une année à l'autre, feront progresser l'objectif. Il y a comme un mot qui manque, là. OK, en année, voilà, je vois. OK, non, c'est moi qui l'ai mal. Donc, on regarde les actions. Donc, on prend la personne qui est responsable de la stratégie ou le groupe qui est responsable de la stratégie qui est sélectionné. Il faut qu'il regarde comment on transmet ça dans un plan. Particulièrement, comment on va faire progresser. Et pour ceux qui ont déjà travaillé avec des gestionnaires de projet, c'est vraiment, on est rendu dans la gestion de projet. C'est vraiment les mêmes principes de la gestion de projet. Associer le plus amont possible les acteurs concernés par ces actions. Qui doit être impliqué? Qui qu'on vise pour la réalisation de cette stratégie-là? Donc, si ça implique le personnel d'un département plus que d'autres, donc comment on va les autres, on va les informer, mais les autres, on va les former. Fixer les échéanciers réalistes. On va parler des échéants qui, vous savez que l'échéancier est rarement réaliste. C'est la mise en œuvre d'un projet, puis je suis sûr, Huguette, quand tu fais une gestion de projet, c'est rarement réalisable dans le temps prévu au départ. Pourquoi tu penses que ça arrive? Les gens... À cause des facteurs environnementaux, oui. Comme par exemple, ça peut être la disponibilité des ressources. La disponibilité de ressources, oui. Et ça peut être des problèmes, par exemple, comme une tempête de neige. Comme une tempête de neige, oui, c'est vrai. Dans un projet de construction, oui. Ça peut être des problèmes de... Par exemple, il y a un projet que je réalisais pour un client. C'était un projet de construction. Oui, un projet de construction, oui. Oui, on a commencé très bien parce qu'on devait démolir un espace Donc, vous avez bien commencé, vous avez démoli l'espace. Oui, et après avoir démoli, quand la ville est venue inspecter, on a vu qu'il y avait de la contamination. Donc, quand la ville est venue inspecter, quand vous avez comme détruit l'espace, on a vu qu'il y avait la contamination, donc on était obligé d'intervenir une autre intervention. Oui, qui a ralenti. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça, ce sont les risques. Donc, ça, c'est la gestion, c'est exactement. Une bonne gestion des risques. Mais des fois, il y a des risques qu'on ne voit pas non plus. Oui, mais quand on parle de gestion de risque, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, c'est le train à Ottawa. Oui. Pourquoi qu'on ne peut pas arriver à fixer une date? Donc, et puis nous, dépendant des personnes qu'on est, là, moi, je sais pourquoi ils ne peuvent pas fixer une date, parce qu'ils ont déjà donné une date, puis il y a des éléments encore inconnus. Oui, c'est ça. Puis donc, mais en même temps, on devient impatient parce qu'on n'a pas on a dit novembre, puis là, on dit au début de l'année. C'est de janvier jusqu'à mars. Ils auraient pu faire leur planification avec 20 à 25% d'imprévus. OK. Donc, toi, tu fais ta planification avec 20-25% imprévus. 20% imprévus, oui. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Bah, ça, là. C'est ça. Bon, là aussi, les projets, là, quand il s'agit du secteur public, les projets, c'est assez difficile de les mener à terme. Une chose, par exemple. Et
si je prends l'Université de l'Ontario français, c'est un projet. Oui. Oui. L'Université de l'Ontario français. Il y a un nouveau gouvernement, ça ne rentre plus dans ses priorités. Donc, il y a un nouveau gouvernement, c'est plus dans ses priorités. Donc, oui, ça ne veut pas dire que on laisse tomber complètement. Oui. Ou bien moi, je peux prendre le système Phoenix là. Oui. OK. Et c'est un système que je connais très bien. Ce n'est pas moi qui ai fait les dégâts, mais j'ai travaillé là-dedans. Mais et pourquoi? Parce que moi j'ai quitté au moment où j'ai exactement mon plan de gestion de risque a été rejeté par un sous-ministre. Là, j'ai dit. Ah, donc, tu avais déjà prévu que ça se peut que ça soit rejeté, oui? Oui, parce que je comprenais toute la logique informatique et tout. Donc, même quand j'ai proposé, voilà le plan de gestion de risque, mais à cette époque-là, le gouvernement qui était en place a dit, non, nous voulons ça, ça doit être, etc. C'est toujours la réalité. On propose quelque chose, on dépose quelque chose, même si le gouvernement change, on ne sait plus la réponse. Oui, on ne sait plus la réponse et aujourd'hui, on a dépensé peut-être déjà. Même avec une bonne planification stratégique. Oui, déjà 5 fois le coût du projet. Ben oui, donc c'est juste la réalité. Oui, c'est la réalité. Puis là, on parle d'estimer les moyens nécessaires en temps. Puis vraiment, il faut toujours, si vous êtes scientifique, si 90% des projets ne terminent pas à temps, ça veut dire qu'il faut qu'on projette un 20 à 25%. C'est pour ça qu'on nous propose ça. Là, mais sauf que la logique politicienne n'est pas toujours cartésienne. Oui, non, mais ça, quand on parle de logique, oui, c'est bien. La logique politique n'est pas toujours cartésienne, donc c'est bien. Donc, puis on doit inventer des indicateurs de suivi pertinents qui permettent d'apprécier le résultat concret. Qu'est-ce que c'est? On va le regarder. Et je vais vous dire tout de suite, autour de cette partie de la présentation, il y a bien plus de diapositives. On ne va pas tout découvrir à la fin. Donc, on va s'arrêter à moins 5. Mais, puis, je les ai écrits comme ça, vous pouvez les lire après. Parce qu'il y a beaucoup de matériel. Puis, on va s'arrêter sur l'important avant d'arriver à la fin. Donc, établir des priorités. Comment être le plus efficace possible? L'erreur de base que je vois souvent, c'est que si vous partez avec une liste d'épicerie, ça ne vous donne pas une direction. Puis il y a des gens qui disent, mais moi j'ai la difficulté de nommer juste 2, 3 priorités. Si vous êtes une personne comme ça, donc quelles sont les actions primordiales qu'on doit prendre qui vont déclencher l'énergie pour le restant des choses? Quelles sont les choses, s'ils ont été en place, qui vont dégager une énergie pour le restant des choses? Donc, et ça, vous pouvez le mettre comme ça. C'est comme des actions de base plutôt que de priorités. Quelles sont les choses de lesquelles il doit être mis en place? Si on a une gestion de changement, un plan de formation a besoin d'être mis en place avant qu'on avance avec ça. Donc, ça, c'est le genre de choses. Et on sait que moi, quand on avait besoin, je lis toujours avec celui-là parce qu'on avait besoin d'entraîner 250 personnes à prendre l'autobus. 250 personnes ayant une déficience à Montréal, qui habitaient dans un quartier où il n'y avait pas d'autobus, puis là, on venait juste d'installer un autobus, puis on avait besoin d'entraîner 250 personnes de prendre un autobus, un plan. Donc, on voulait que tout le monde prenne l'autobus. Ça ne se fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, on le faisait. On voulait que les gens prennent l'autobus comme tout le monde. Ça se fait toujours avec certaines personnes aujourd'hui. Donc, puis on avait vu parce qu'on n'avait pas eu de problème, parce qu'on avait pris le temps qu'il fallait pour le préparer. On a dressé une liste de toutes les choses qu'on avait besoin de faire. Puis quand on parle de gestion de risque, je m'appelle toujours quand la personne nous appelait de l'autre bout de la ville, puis la police a dit, on a trouvé telle personne. Puis quand on parlait avec l'autre personne, on disait, mais tu sais que l'arrêt était devant chez toi, pourquoi tu as dépassé ça? La personne nous disait, je voulais voir jusqu'à où je pouvais aller en autobus. Donc, les choix des personnes impliquées dans l'affaire. Donc, mais comment être le plus efficace en établissant des priorités?
quelles sont les choses de base qu'on doit faire? Donc, pour nous, c'était la formation des gens avant même qu'ils prennent l'autobus. Donc, comment le faire? Comment préparer le personnel? Comment gérer les risques? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un qui n'a dit? Tout ça a été préparé avant même. Puis, on a eu énormément de succès quand on l'avait fait à cause de la préparation. Conseil pour l'établissement des priorités. Apprenez à reconnaître vos lacunes. Puis, apprenez à dire non. Ça, c'est l'autre chose, avec courtoise. Et classez vos priorités en par ordre d'importance. Quand vous avez votre liste, prenez un peu de distance, regardez la liste. Quelles sont les choses les plus importantes? On a déjà 4-5 priorités. Quelle est la plus importante? Et c'est souvent c'est l'action qu'on va prendre, comme je disais, qui va dégager l'énergie pour le restant des choses. C'est l'élément de catalyste qui va dégager l'énergie. Tu sais. Donc, c'est souvent ça. Regardez un peu cette affaire-là. Vous pouvez établir vos priorités selon une approche descendante, pyramide de priorités, plus important en descendant. Sur la liste des choses à faire, quelles sont les tâches qui sont les plus étroitement liées au chiffre d'affaires de l'organisation ou la mission et vision de l'organisation? Regardez, prenez votre mission, vision, et vous pouvez regarder sur cette liste-là, si on met la liste ensemble avec notre mission, vision, lesquelles qu'on doit choisir, lesquelles qui sont plus liées. Ou quelles sont les tâches qui nous rapprochent le plus de l'atteinte des objectifs du service ou division, ou de la division. Donc, c'est une autre façon de le faire. Et moi, je dis toujours, prenez votre mission, votre énoncé de mission, votre énoncé de vision, et regardez la liste. C'est ça que vous pouvez vous utiliser comme guide. Un autre conseil pour l'établissement des priorités, pour créer une pyramide de priorités, les tâches étroitement liées aux objectifs de service. Les tâches moyennement, vous pouvez passer à travers votre liste en disant quelles sont les tâches étroitement liées, quelles sont les tâches moyennement et les tâches peu liées aux objectifs de service ou les objectifs que vous voulez réaliser. Ça, c'est une autre façon d'établir les priorités. Vous pouvez les cocher ou donner un code de couleur ou juste des étoiles en disant un numéro, 1, 2 ou 3, de la façon que vous voulez le faire. Donc, à partir des objectifs stratégiques formulés, vous devez maintenant évaluer si votre organisation possède les ressources pour les transformer en stratégie. Donc, est-ce que vous avez les personnes en place? Est-ce que vous avez le temps? Si les gens sont toujours occupés, s'ils retournent lundi, puis la charge de travail est tellement qu'ils ne peuvent pas prendre le temps, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et une des choses qu'on fait, c'est une des erreurs qu'on fait souvent dans des organisations, qu'on ajoute des choses sans penser que quand on ajoute quelque chose, il faut éliminer quelque chose. Donc, si on ajoute quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il faut qu'on demande des gens de ne pas faire autre chose, qui vont donner de l'énergie et le temps de réaliser ce qu'on nous les demande de faire. Donc, il s'agit d'une décision stratégique. L'organisation doit être honnête et rigoureuse dans l'appréciation de ses capacités. Les personnes de ressources sont d'une grande importance à ce stade. Si des ressources sont manquantes, vous devrez identifier leur disponibilité et la façon de vous les procurer. Donc, nous n'avons pas l'argent d'embaucher un autre membre du personnel. Et différent de dire, on va faire un levée de fonds ou on va aller faire une demande à quelque part pour nous procurer une autre personne. Donc, ça, c'est vraiment, il faut regarder, si on n'a pas les moyens, quels sont les moyens à votre disponibilité à l'extérieur de vous? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? C'est vraiment parce que c'est à ce moment-ci on commence à être réaliste. On commence à regarder. On n'élimine pas le choix avant, c'est à ce moment-ci qu'on regarde. Donc, ça, c'est juste un tableau de lequel vous pouvez vous servir. Des objectifs stratégiques, vous pouvez les mettre. Vous pouvez mettre les ressources humaines que vous avez besoin. Est-ce que vous avez des ressources humaines pour le faire? Est-ce que vous avez des ressources financières de réaliser?
Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez des ressources matérielles? Est-ce qu'on a besoin du bureau, un ordi, l'équipement, toutes sortes de choses? Ça va vous donner un sens de vraiment bien planifier. Va bene? On parle de gestion de risque, mais on parle aussi de la planification des scénarios. Puis ça, c'est vraiment intéressant d'utiliser cette approche-là. On a choisi nos stratégies, puis dans la planification de scénarios, on regarde si le gouvernement change, voici qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on se prépare à qu'est-ce qui peut se produire. Ça, c'est la planification par stratégie, par scénario. On regarde, on va élaborer donc, ce n'est pas simplement un plan fixe en disant voici qu'est-ce qu'on veut réaliser. On peut vraiment regarder l'environnement en disant si c'est ça qui se produit, voici qu'est-ce qu'on va faire. Si c'est ça qui se produit. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas le réaliser, donc voici qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à ce choix qu'on a fait. Si on a les moyens, voici qu'est-ce qu'on va faire. Si on reçoit une autre menace à quelque part, voici qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est de créer différents scénarios. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice-là. Ça vaut vraiment la peine de le faire en disant, ça prépare, l'organisation est agile. On prévoit qu'est-ce qui peut y arriver. On voulait créer un partenariat, mais il n'y a pas de partenariat à créer. Qu'est-ce qu'on fait? On est seul. Ou l'inverse. On voit que notre voisin, notre concurrent est en train de prendre l'ampleur, puis eux, ils pensent que de s'intégrer avec nous. Donc, eux veulent amalgamer avec nous. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Si on va s'amalgamer, ça va être eux qui vont... Donc, c'est quoi cette affaire-là? Comment on peut se préparer pour cette réalité-là? Il faut qu'on aille ces discussions-là. Puis, je vous encourage parce que la planification de scénario est vraiment quelque chose de plus important parce que ça vous aide de plus en plus de ne pas avoir juste une idée fixe de ce qui peut arriver. Ça ne change pas votre mission ni notre vision. Ça dit, l'environnement, si ça change, voici ce qu'on va faire. Ça vous aide donc. Après que vous avez un plan stratégique, c'est la planification opérationnelle. La planification opérationnelle donne un lieu, un plan opérationnel qui doit être formulé à chaque année. Ça, c'est ce qu'on revoit à chaque année. De façon pratique, la structure d'un plan opérationnel prend la forme d'un tableau comportant 5 éléments du colonne. Une fonction, une préoccupation de gestion, une sphère d'activité, un ou plusieurs objectifs pour chaque fonction, un ou plusieurs indicateurs pour chaque objectif, une cible par indicateur et des voies d'action planifiées ou à entreprendre. Ça, c'est juste un tableau que vous pouvez utiliser. Donc, de plus en plus, on voit que c'est le plan de l'année à venir. C'est le cœur du plan d'action. On a une stratégie. Donc, c'est quoi, quand on parle d'une préoccupation de gestion, c'est la stratégie. Quels sont les objectifs autour de cette stratégie-là? On va les découper en objectifs. Puis après, avec chaque objectif, quels sont les indicateurs? Puis, quelle est la cible? Qu'est-ce qu'on visionne? Qu'est-ce qu'on veut voir dans quelques mois? On veut changer notre personnel. Moi, je m'appelle changer le personnel qui travaille à l'institution, des gens qui travaillent dans la communauté. C'est ça qu'on avait dit ça voulait dire une formation de base, une déformation même, je dirais, de la façon qu'ils agissaient dans l'institution puis à l'extérieur. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici que vous avez déjà entendu parler des objectifs SMART. Je pense que oui, ça fait le tour c'est vraiment quand vous élaborez un objectif. Vous n'oubliez pas que, premièrement, il y a une stratégie. Après ça, il y a des objectifs liés à la stratégie. Un objectif SMART vous parle il est très spécifique. Qui, quoi, où, comment. Il est mesurable. Combien?
comment on peut le mesurer. Il est atteignable, donc c'est possible. On juge que c'est possible de le faire. C'est réaliste. On a les ressources, puis on a le temps de le faire. Et c'est temporel. Quand? On a fixé une date. Donc, chaque objectif doit être énoncé en termes de précis pour éviter de fausses interprétations. Donc, on va le regarder. On va retourner à nos amis de... Bonjour et bienvenue dans la minute de formation offerte par Actualisation. Quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année que de définir ses objectifs SMART? Mais qu'est-ce qu'un objectif SMART? Un objectif SMART doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Avant de définir ces objectifs SMART, il faut tout d'abord définir une zone de performance. Qu'est-ce que je veux améliorer? Prenons par exemple cette zone de performance qui est d'augmenter les ventes. Croyez-vous que l'énoncé ci-dessous est un objectif SMART? La réponse est non. N'oubliez pas, un objectif SMART doit être sans ambiguïté, basé sur des faits concrets et se rapporter à un contexte spécifique. Il doit aussi intégrer des données internes et externes et répondre à des critères en termes de délai, de date ou de quantité. Reprenons l'exemple d'auparavant. Croyez-vous que l'énoncé ci-dessous est un objectif SMART? La réponse est oui. Débutez l'année du bon pied en définissant vos objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. Donc, objectif, action. Après qu'on a notre objectif, on peut définir des actions. Tu sais, qu'est-ce qu'on va entreprendre cette année? Il est recommandé de formuler des actions en utilisant le plus possible les verbes d'action. Il va y avoir 10 membres du personnel qui vont être formés parce que leurs fonctions vont changer. Donc, on va former 10 personnes. En tout temps, les actions planifiées doivent être liées à l'objectif précis. Donc, il faut qu'il y ait toujours un lien avec les actions qu'on prend. Donc, ça, c'est un autre... Et quand on parle d'un objectif, je vous avais parlé des indicateurs. Engager les personnes qui font le travail car ils savent ce qu'ils font. C'est vraiment important d'impliquer les gens, particulièrement à cet aspect-là. Comment on va savoir si on a réalisé ce qu'on voulait faire? Quels sont les indicateurs? Impliquez les gens à ce moment ici. Si vous ne l'avez pas avant, je vous suggère de le faire avant. Mais donc, c'est quoi? Quels sont les indicateurs? Comment on va savoir? Comment on va mesurer si on a atteint l'objectif? Une bonne direction favorise la culture d'amélioration. La direction, il y a une ouverture sur la direction, il y a un engagement et l'opportunité que le personnel peut toujours participer. C'est vraiment important. Parce que d'établir des indicateurs implique que les gens soient impliqués et ils font partie de la part. Donc, participation, les responsables ne savent pas toujours ce que les employés savent et font. L'amélioration continue requiert la participation de la direction et de l'équipe. Donc, il faut que l'équipe soit impliquée de comment on va améliorer, comment on va réaliser, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on veut réaliser. On va revenir sur les indicateurs dans quelques minutes, mais je voulais vous parler d'une des choses que je vois comme une lacune souvent, c'est qu'il n'y a pas une stratégie de gestion de changement. On a élaboré des stratégies qu'on veut réaliser. En même temps, le plan a besoin d'être soutenu par une gestion de changement. Puis, Huguette, c'est dans le domaine dans lequel tu travailles.
Tu sais de quoi que je parle, alors? C'est souvent le côté oublié. Les gens pensent que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'annoncer le changement et tout le monde va s'aligner à l'arrière de nous, qui n'est pas le cas. Donc, vous savez que chaque changement, les gens, mais là, c'est juste une théorie que je vous propose. Il y a différentes théories, mais c'est la théorie de laquelle j'ai choisi, mais qui se ressemble toujours. Au début, les gens vont résister l'idée. Et j'aimerais bien vous définir, vous encourager, si vous êtes dirigeant, particulièrement, qu'une résistance au changement n'est pas la même chose qu'une réaction au changement. Tout le monde va réagir au changement. Ils ne vont pas nécessairement résister au changement. Même, je vais vous proposer que si on est à l'écoute, puis si on a un bon plan, ça va diminuer la réaction au changement, qui va faciliter l'acceptation du changement. Il ne faut pas mêler les deux choses. Les gens ne résistent pas au changement, ils réagissent au changement. Particulièrement, où il y a le danger, c'est si les gens n'ont pas participé dans la planification jusqu'à ce point-ci, à nulle part, vous allez voir qu'il va y avoir une résistance de base. Et la résistance de base, on peut prévoir tout de suite. Si vous n'avez pas de stratégie de comment dépasser cette résistance-là, et même quand les gens ont participé, les gens ne voient pas le changement. Si on change de local, juste pour vous donner un exemple, puis là, je travaille dans un autre point de service, c'est un changement. C'est plus loin ou plus proche de ma maison, donc je vais réagir. Donc, ça va être avec une autre équipe, avec d'autres personnes, je vais réagir. Qui ne veut pas dire que je n'accepte pas le changement. Il faut distinguer entre ces deux choses-là. La préparation de la transition est la chose la plus importante. Donc, on annonce le changement, ça commence toujours avec, on peut regarder les 4 phases. Il y a le doute, il y a le bilan, il y a le projet, il y a un déclic, un projet, puis un plan d'action. Donc, dans le doute, l'annonce du changement est perçue comme une rupture que l'individu interprète comme un risque de régression. Selon le niveau d'énergie, il entre en résistance plus ou moins forte pour défendre son équilibre. C'est des êtres humains. On est des êtres humains. On peut regarder notre réaction face au gouvernement aujourd'hui, mais on sait on va finir par comprendre, ils ont déjà pris la décision. On ne reviendra pas sur la décision, donc on est mieux. Mais d'arriver là, d'accepter la décision, on a besoin de passer à travers une réaction, je dirais une réaction émotive, réactive. C'est tout à fait normal. On va réagir. Ça peut être vu, ce n'est pas une résistance, c'est une réaction. Donc, les réactions possibles vont du doute, vais-je réussir, à l'angoisse, jusqu'à l'opposition, le refus de changer. Donc, vous pouvez voir ça un peu partout, avec n'importe quel changement. Donc, l'aide que les gens ont besoin, c'est à ce moment-là, c'est d'être à l'écoute. Puis parce que quand les gens, la chose la plus importante, c'est quand les gens sont en train de réagir à un changement, ce n'est pas le temps de les donner plus de faits. C'est le temps d'être à l'écoute. Parce que de donner des faits à ce moment-là, voyons donc, voici pourquoi on veut réaliser. Ce n'est pas le temps de transmettre des faits du changement. C'est le temps d'être à l'écoute. Le bilan, c'est le début d'une prise de conscience. L'individu visualise peu à peu de manière objective ce qui va perdurer, les points positifs sur lesquels il peut continuer à s'appuyer, et qu'est-ce que perdurer et ce qui va changer. La personne est capable parce qu'il il sort de son état réactif, puis il est plus ou moins en disant, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Donc, le déclic, c'est le moment où l'individu prend la décision de changer. On va arriver à un moment de dire, Ford, c'est comme ça que ça va se passer. Voici qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, à ce moment-là, on peut agir plutôt que réagir. On passe de réagir à agir. Le projet, c'est l'individu qui accepte l'idée de changer, veut maintenant construire une vision précise de son avenir. Là, c'est le temps de dire pourquoi on fait ce changement-là, les raisons pour lesquelles les gens peuvent se voir dans la vision de l'avenir, peuvent se voir comment lui peut contribuer.
Et le plan d'action, c'est l'individu est engagé dans la traduction pratique du changement. Il est prêt à construire des plans d'action et à s'investir. L'idée de base, c'est qu'on demande, on exige souvent que les gens rentrent dans les plans d'action avant de passer à travers les 3 premières étapes. Si la personne est est dans un état réactif, vous allez voir que ce n'est pas le temps de parler d'un plan d'action, qu'est-ce qu'on doit réaliser. Et quand on fait une gestion de projet, je suis sûr, Huguette, tu as vu ça, quand on sort notre tableau, si les gens ne sont pas engagés, ils roulent les yeux en disant qui fait quoi, tu sais, c'est comme, ils ne sont pas du tout engagés. Mais d'avoir une équipe engagée dans le processus, les gens qui disent oui, je veux faire ça, là, c'est vraiment complètement différent. C'est à l'opposé. Parce que les gens ont été impliqués. Sinon, ils se sentent imposés. Donc. Le plan de communication. C'est une communication. Votre plan de communication interne et externe, c'est une décision stratégique. J'aimerais bien que vous voyez ça, là, c'est comme une décision stratégique que vous faites. On veut communiquer, on va communiquer, clairement. La communication stratégique est conçue pour enclencher l'action, adaptée aux différents acteurs. Le personnel sait pourquoi. Les employés savent pourquoi on est en train d'amener ce changement-là. Et les gens de l'extérieur savent pourquoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est l'outil. Et les moyens. Quand vous allez passer à travers un changement, vous allez voir que c'est très important. Les gens, souvent, ils disent, mais on n'a plus rien à ajouter. Ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas rencontrer tout le monde. Parce que quand les gens sont en train de passer à travers un changement, c'est là où vous pouvez mettre votre main sur le pouls de l'organisation, le pouls de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? Dans quel état ils sont? Est-ce qu'ils sont dans le doute ou est-ce qu'ils sont dans le bilan? Est-ce qu'ils sont prêts à parler des choses? Donc, c'est vraiment important d'avoir des rencontres en personne, les équipes de Town Hall, dépendant la taille de votre organisation ou votre équipe, par courriel, par votre site web et les médias sociaux. L'annoncer. On a un nouveau plan. Pour ceux qui sont intéressés, c'est pour les parties prenantes, on peut avoir une copie ou les indiquer où il peut aller chercher le plan. Le plan est disponible sur notre site web, vous dites où il peut y aller, ça. Et les bailleurs de fonds, c'est important. Vous savez, souvent, quand on fait une demande, les gens vont demander, est-ce que vous avez un plan stratégique? Si vous avez déjà fait une demande de fonds, là, c'est pas bien, hein? Là, on va parler des objectifs et des indicateurs. Mais juste avant d'y aller là, Huguette, je vais te demander, qu'est-ce qui aide les gens à accepter un changement? D'après toi, quand tu parles de gestion de changement? C'est leur implication. Leur implication. Donc, si les gens sont impliqués, oui, ils acceptent plus facilement. Ils acceptent plus facilement. Le mieux des fois, c'est qu'on peut lancer l'idée et puis essayer de gagner une masse critique. Donc, d'employés à la cause, et puis dans cette masse critique d'employés, leur demander de jouer le rôle d'ambassadeur du changement. Mm-hmm. Donc, on peut demander à quelqu'un de jouer le rôle d'ambassadeur du changement. Mais si les gens ont été pas impliqués, parce que souvent, tu vois ça, souvent, si tu fais beaucoup de gestion de changement, souvent, les gens ont été pas impliqués dans le plan. On arrive avec un plan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as déjà fait face à ça? Bon, et par exemple, moi, j'ai travaillé pour un organisme gouvernemental où on devait faire le redesign du site web. Ouais. Et bien entendu, à l'époque, on devait rendre le site web beaucoup plus convivial et tout. Donc, vous voulez améliorer le site web, que ça soit plus accueillant, plus convivial. Alors, on a commencé par un projet pilote. OK, vous avez commencé avec un projet pilote, oui. Pilote où on a demandé des bénévoles pour participer. Oui, donc il y a des bénévoles qui ont participé. Hein? Oui, et puis
quand les bénévoles ont participé, Mhm. on leur a permis d'exprimer leurs opinions. Donc, vous avez invité les gens, les bénévoles, d'exprimer leur opinion. Oui. Oui? Et à partir de leurs opinions, Oui. maintenant, c'est là qu'on a construit, développé un matériel Oui. basé sur leur... Après que vous avez reçu leur opinion, vous avez un peu comme bâti la continuation du projet avec ça. Donc, des fois, c'est pas possible d'impliquer tout le monde, mais on peut impliquer une partie. On peut impliquer une partie. Oui. Et on peut se servir de ce qu'on apprend avec eux. Oui, c'est ça, parce que les gens, ils aiment aussi, les employés, ils aiment aussi les opinions de leur père. Oui, ben oui. C'est donc l'opinion de leur père. Oui, assez souvent, quand d'autres, et ceux qui sont impliqués, là, ils vont parler un peu partout, et ça va développer la curiosité pour le projet. Oui, et je pense que le principe de base, c'est qu'il n'y a personne qui aime se faire dire quoi faire. C'est ça, ça inclut tout le monde. Et il ne faut pas oublier que quand on impose quelque chose, on dit quoi faire, qui souvent notre rôle, mais la façon qu'on le fait. Et là, donc, c'est vraiment une bonne stratégie de dire, on peut se servir, on va commencer avec ce petit groupe-là. Ils vont nous parler de leur expérience, on va l'améliorer, on va l'annoncer à tout le monde, puis eux vont aussi avoir une influence sur leur père. Okay. Donc, on va parler de l'objectif. L'objectif, si on peut vraiment, la degré de réalisation de l'objectif peut aisément être vérifié s'il est associé d'un indicateur pertinent. Pour l'objectif, il y a une date d'échéance, on avait appelé ça SMART, un délai de réalisation précis, soit directement dans la formulation de l'objectif ou soit dans une formulation de la cible. La cible choisie est réaliste et réalisable, on avait parlé de ça. Cette cible tient compte des ressources disponibles, de même que des contraintes liées à l'organisation de cette. Puis ça, c'est aussi la gestion de risque. L'objectif est contrôlable lorsque la personne responsable de l'atteindre a toutes les possibilités de le réaliser. Donc, si on confie à quelqu'un, à une équipe, ou à un directeur, ou à une personne, un objectif, il faut que la personne ait toutes les possibilités de le réaliser. On ne peut pas demander, on ne peut pas exiger. Et comme je disais, l'erreur qu'on fait, c'est si on ajoute quelque chose à une personne, il faut qu'on élimine quelque chose. Il faut qu'on aide la personne à vraiment se concentrer sur cet objectif-là. Souvent, les objectifs stratégiques ne relèvent pas entièrement de l'organisation. Il importe cependant de s'en préoccuper dans la mesure où la contribution de l'organisation à l'atteinte des objectifs est significative. L'objectif est motivant s'il répond à un besoin et si la cible visée a des chances d'être atteinte. Ça semble simple. Mais... Ça semble simple, mais si on prend le cas, par exemple, des projets de développement financés par les bailleurs du fonds, genre les Nations Unies, Banque mondiale, ADI, coopération allemande. Ben oui. Le problème, des fois, le bailleur de fonds vient avec son projet. Oui. Il dit au gouvernement, des petits pays, nous avons ce projet-là. Oui, donc souvent, les bailleurs de fonds viennent avec leur... Quand ils ont prédéterminé les objectifs ou qu'est-ce qu'on doit réaliser ou des contraintes, il faut prendre ça en considération. Tu sais, moi, juste pour te... C'est pas l'ONU, mais au Canada, je viens régulièrement, une fois par mois, là, dernièrement, à Nunavut. Je suis dans une communauté de 1600 personnes ou 2000 personnes, ou Iqaluit, 7000 personnes. Ils nous disent toujours la même chose. Ils nous disent, pour faire notre communauté, on est 1600 personnes, il y a 26 départements, il faut qu'on fasse 26 demandes. Pourquoi qu'on ne peut pas faire une demande à tout le gouvernement fédéral qui peut prendre ça en considération? Donc, c'est irréaliste de demander à la communauté de s'organiser pour 26. Il faut qu'ils fassent une demande à chaque. C'est irréaliste à quelque part. Donc, mais ça, c'est juste la réalité. Donc, définition des indicateurs de qualité.
Les mesures établies, utilisées pour déterminer à quel point une organisation répond aux besoins et aux attentes opérationnelles de performance. Mesurer la performance. Moins d'indicateurs, c'est mieux. Et je vais vous dire quelque chose, si ce n'est pas quelque chose, parce qu'il y a des indicateurs quantifiables, donc et il y a des indicateurs qualitatifs, c'est qu'on ne peut pas quantifier. Donc, et des indicateurs, je peux vous dire que quand c'est un indicateur quantifiable, on veut dire qu'on veut atteindre 100 personnes. Donc, on peut voir si 100 personnes se sont présentées. Quand c'est la qualité, comme on veut que les gens se sentent, ont une meilleure qualité de vie, qui est difficile à quantifier, il faut que la personne soit impliquée elle-même. Donc, il faut que l'indicateur implique une implication de la personne dès cette vie. Donc, c'est juste un principe de base. Relier les indicateurs aux facteurs nécessaires pour réussir, mesurer, basé sur les besoins des clients et des différentes parties prenantes. Et tous les niveaux de laboratoire sont concernés, commencer par le haut, changer en fonction des évolutions de stratégie de l'environnement, avoir des cibles et des objectifs établis sur la base de recherche plutôt que sur une estimation arbitraire. Ça, c'est Mark Graham Brown. C'est les conseils qu'il nous donne pour comment on peut mesurer. Un indicateur, il est simple et clair, il est convivial, il est mesurable, il est défini par rapport à une période précise de mesure. On avait déjà parlé de ça. Là, on parle des indicateurs. Son évolution peut être suivie dans le temps. Si on revient sur les comportements, qu'on avait parlé des valeurs, l'hôpital d'Ottawa dit, on veut vraiment s'assurer que cette année, le personnel intègre le respect dans leur interaction avec tout le monde autour d'eux. Tu sais. On peut revenir sur les comportements qu'on avait définis au début dans le module, je pense c'est 2. Puis on peut commencer à dire, c'est-tu clair? C'est-tu mesurable? Est-ce qu'on peut mesurer ce genre de choses-là? Et si on ne peut pas le mesurer, comme je vous disais, il faut qu'on implique l'autre personne, mais une autre façon de le faire, c'est de dire, peut-être on doit le travailler, mais qu'est-ce qui est quantifiable dans tout ça? Et donc, il est défini par un rapport, une période précise de mesure, et son évolution peut être suivie dans le temps. Il mesure la bonne chose. Il y a une pertinence. Il est non biaisé, homogène dans le temps et dans l'espace. Les données sont disponibles et le coût d'acquisition de l'information est en rapport avec les bénéfices escomptés. Faisabilité, c'est faisable. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter. Il y a différents types d'indicateurs selon la nature des informations et selon des dimensions de la mesure. Il y a des dimensions quantitatives, il y a des dimensions qualitatives, comme je vous disais, et quand c'est qualitatif, ça veut dire qu'il faut que l'autre personne soit impliquée dans la définition, donc qu'on comprenne de quoi qu'on parle. Il y a une dimension économique, il y a une dimension temporelle, et il y a aussi une dimension géographique. Donc, je sais qu'on arrive à la fin, et je veux simplement vous dire, je l'ai fait par exprès, je l'avais dit, je l'avais annoncé, je vais l'annoncer de nouveau, que vous avez bien plus de diapositives qu'on n'a pas traitées, et c'est pour vraiment vous aider, je vous encourage de continuer à les lire. Vous l'avez, le rapport, et c'est d'aller un peu plus loin dans les indicateurs, et donc, donc les indicateurs, et l'objectif d'évaluation est déterminé, donc l'évaluation d'un plan, je vous parle de l'évaluation de votre plan stratégique, et d'aller à l'avant. Et comment, on va s'arrêter là-dessus, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller passer. Donc, c'est de produire un document, donc le but de la planification stratégique, produire un document, élaborer et mettre en œuvre un plan d'action, surveiller, évaluer, communiquer les progrès, examiner et être toujours capable de réviser et de partager des informations.
un bon plan de communication. Donc, voici, on a terminé notre module 5. C'est la fin de notre journée et merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on mette fin à notre session. Donc, bonne lecture, puis à la prochaine.